Le Togo occupe désormais la présidence du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En effet, Ibrahima Maïmouna-Touré, récemment réélu à l'Assemblée nationale togolaise, est désigné ce jeudi à la tête de l'institution lors d'une session à Kano au Nigeria. Cette désignation intervient conformément à la tradition de la présidence tournante de l'institution. Ibrahima Maïmouna-Touré succède ainsi à Sidi Mohamed Tunis de la Sierra Leone. Élu pour un mandat de 4 ans, la Togolaise travaillera avec 2 de ses compatriotes, à savoir Patrick Kodjovi Boluvi et Senou Soklengbe, tous députés togolais. Rappelons que le Parlement de la CEDEAO est créé en juillet 1993 et est constitué de 120 sièges. Il sert de forum visant la promotion de l'intégration, plus précisément renforcer la démocratie, contribuer à la promotion de la paix, de la sécurité et surtout de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Son siège se trouve à Abuja, au Nigeria. Le Togo vient de lancer un projet de recensement foncier dans les communes Golfe 2 et 4 de la ville de Lomé. Cette initiative vise à recenser l'ensemble des parcelles de terrain dans ces zones stratégiques pour mieux gérer le foncier et garantir une meilleure planification urbaine. En effet, ce recensement est prévu pour une durée de 2 mois. Période pendant laquelle des équipes spécialisées seront mobilisées sur le terrain pour inventorier et cartographier l'ensemble des propriétés foncières dans les Golfes 2 et 4. Cependant, les objectifs de ce recensement foncier à Lomé sont multiples et visent dans un premier temps à faciliter la gestion du foncier en identifiant clairement les propriétaires et les limites des parcelles. Aussi, permettre une meilleure planification urbaine en tenant compte des réalités foncières du territoire. Il sera également question de favoriser un développement harmonieux et durable dans les Golfes 2 et 4 en évitant les problèmes de conflits fonciers. Rappelons que le recensement foncier consiste en la collecte exhaustive d'informations sur les propriétés foncières, y compris les droits de propriété, les superficies des parcelles, les usages des terrains, les infrastructures existantes. Ces données permettront d'établir une base de données fiable et actualisée sur le foncier. Dans le but de dynamiser le secteur agricole et améliorer la production animale, le Togo intensifie ses efforts, offrant ainsi de meilleures perspectives aux acteurs du domaine. Des initiatives telles que l'amélioration génétique des races animales locales, l'introduction de races plus résistantes aux maladies et plus productives et la formation des éleveurs sur les pratiques modernes contribuent à cette progression. En effet, l'on peut noter des programmes d'amélioration génétique déployés pour choisir et élever des races animales plus performantes et mieux adaptées à leur environnement. Des races améliorées de bovins, de volailles, de chèvres et autres sont fréquemment introduites, caractérisées par leur résistance accrue aux maladies et leur production plus élevée de viande, de lait ou d'œufs. En parallèle, l'accessibilité accrue aux intrants agricoles locaux favorise la santé et la production des animaux, tandis que les investissements dans les infrastructures vétérinaires telles que la construction de cliniques et de laboratoires renforcent la prévention des maladies. Notons que d'importants investissements sont effectués dans l'infrastructure vétérinaire. Des cliniques vétérinaires, des laboratoires d'analyse et des centres de vaccination sont construits et rénovés par les autorités, jouant un rôle crucial dans la prévention des maladies animales. La promotion de l'élevage durable et l'amélioration des infrastructures de commercialisation complètent ces efforts, stimulant ainsi la production. Selon les données officielles, la région des plateaux se distingue comme le principal contributeur avec plus de 15,3 millions de têtes produites en 2023, tandis que les savanes et la région centrale montrent également une évolution significative dans la production de volailles et d'autres animaux. Le Mali a lancé vendredi 4 mai 2024 la construction d'une vaste centrale solaire photovoltaïque, la plus grande d'Afrique de l'Ouest, selon le gouvernement de ce pays, en proie à des problèmes de fourniture d'électricité.
D'une valeur de plus de 120 milliards de francs CFA, la centrale solaire photovoltaïque de 200 MW qui s'étendra sur 314 hectares à Sanankoroba, près de Bamako, devrait permettre d'augmenter la production nationale d'électricité de 10%. Cette centrale réduira également considérablement la pénurie d'électricité actuelle dans le pays. Elle comprendra des modules photovoltaïques bifaciaux installés sur des systèmes de trackers et dotés d'un système de stockage d'énergie de 20 MWh. Elle comprendra aussi un poste d'évacuation au niveau de la centrale, l'extension du poste 225-33 kV de Sanankoroba, une ligne de raccordement haute tension en 225 kV d'environ 11 km entre le poste d'évacuation de la centrale et le poste de raccordement en cours de réalisation. La centrale est conçue pour une exploitation stable pendant 20 ans et passera sous le contrôle total du ministère de l'Énergie malien au bout de 10 ans. Cette centrale représente un pas significatif vers la diversification du mix énergétique malien, le pays étant en quête d'une souveraineté énergétique. C'est avec un réel espoir que je viens de poser le premier panneau de la nouvelle centrale solaire de Sanankoroba, avec une puissance de 200 MW crête. Cette nouvelle centrale permettra d'augmenter la capacité de production qui est actuellement confrontée à d'énormes difficultés en termes de fourniture d'électricité. Effectivement, l'étape de Sanankoroba n'est que le début d'une série de constructions de centrales solaires en République du Mali et vise à concrétiser notre souveraineté énergétique. À noter que la production électrique malienne est à 70% issue du thermique, ce qui est extrêmement coûteux et pèse lourdement sur l'équilibre financier de la Société Énergie du Mali, EDM SA. Accablée par une dette de plus de 200 milliards de francs CFA, la Société nationale de l'énergie du Mali n'est plus en mesure d'assurer efficacement l'approvisionnement en électricité de la capitale et des autres localités du pays. Dans son autobiographie, Mahamat Déby dit de lui qu'il est un fidèle parmi les fidèles, car Alamaï Alina a servi 13 années durant les Déby, père et fils, comme chef du protocole. Il est désormais chargé de mettre en œuvre le programme du président. Les 12 points du chef de l'État déclinés en 100 engagements sont sacrés. C'est pourquoi nous nous mettons résolument à l'ouvrage, avec une détermination plus que jamais décuplée. Il remplace l'opposant Succès Masra, Premier ministre pendant 5 mois, avec un ambitieux programme qu'il n'a pas pu mettre en œuvre, car les fonds, dit-il, n'ont pas été débloqués. Nous vous laissons avec tout le budget de la primature, parce que depuis 5 mois, nous n'avons dépensé rien pour le fonctionnement de la primature encore. Ils m'ont dit qu'on leur avait dit qu'on allait ne donner aucun franc pour travailler. J'avais pensé que c'était de la blague. En réalité, c'était à moitié de la blague. Pour le sociologue Ladiba Gonde, cette nomination est un choix stratégique du président Déby. Tactiquement, oui, parce qu'il faut trouver quelqu'un en qui il a confiance. Et quelqu'un qui connaît, qui ne va pas le trahir et qui n'a pas d'autre ambition. Parce qu'Alamaï n'a pas d'ambition personnelle autre que d'être un bon serviteur de l'État. Il n'est pas un homme politique, il n'a pas un parti politique, il n'a pas d'ambition d'être président un jour. Donc, c'est un choix, moi, je pense, parfaitement assumé. Redevenu simple opposant, Succès Masra devra encore approfondir l'assise de son parti en vue des élections législatives dont la date n'est pas encore annoncée. Bassirou Diomaye Faye en Guinée ce vendredi. Le chef d'État sénégalais est dans le pays jusqu'à demain. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne. Il s'agit de la première visite du nouveau dirigeant sénégalais dans un pays dirigé par des militaires, à l'instar du Niger, du Mali, du Burkina Faso ou encore du Burkina Faso donc.
Dernier meeting de campagne de l'ANC. Le stade FNB de Johannesburg commence à se remplir de ses partisans. Il y a les soutiens inconditionnels et ceux qui ne cachent plus leur déception. Nous sommes venus ici et nous faisons déjà la fête parce que nous voyons que l'ANC va gagner. Nous voulons voir des opportunités d'emploi arriver et un changement général dans tous les aspects. Depuis 1994, nous attendons l'ANC. Cela fait longtemps. Nous avons voté et voté, mais nous voyons très peu de progrès. Pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, le parti pourrait perdre sa majorité. Le pays est confronté à de nombreux problèmes. Chômage, logement inaccessible, panne d'électricité ou encore pénurie d'eau. Le président et chef de l'ANC, Cyril Ramaphosa, promet de faire mieux. Nous mettrons en œuvre un plan pour l'emploi permettant aux Sud-Africains de travailler avec nos industries et d'investir dans une économie inclusive. Nous nous attaquerons au coût élevé de la vie. Le vainqueur de ces élections législatives et provinciales désignera le prochain président. Pour être reconduit à la tête du pays, Cyril Ramaphosa devra sans doute conclure une alliance. Au total, 50 partis sont en lice. L'opposition, encore fragile, progresse, comme le parti de gauche radicale des combattants pour la liberté économique. Pour son dernier meeting samedi, son chef a fustigé la corruption qui gangrène le pays. Je peux vous le dire maintenant, il n'y a pas eu d'apartheid qui ait pris fin en Afrique du Sud. Au contraire, l'apartheid a été financiarisé là où il y avait des panneaux indiquant que les non-européens ne sont pas autorisés ici. Ils ont été remplacés par de grandes quantités d'argent. Premier parti d'opposition à l'Assemblée, l'Alliance démocratique tiendra quant à elle son dernier meeting dimanche, tout comme le MK, la formation d'un ancien de l'ANC, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma. Anoussi Ouest 2, un des plus vastes bidonvilles de la capitale malgache. Ici, des milliers d'habitants s'entassent au milieu des déchets et les eaux usées encerclent les habitations. Noéline, 56 ans, une des lavandières du quartier depuis toujours, gagne 70 centimes d'euros par client. Alors que le pays est en pleine campagne électorale pour les législatives prévues le 29 mai, elle n'a croisé aucun candidat. En dehors des périodes de propagande, ils ne viennent que rarement. L'un d'eux est passé une fois. Pour l'heure, ses préoccupations concernent plutôt l'état de son logement. Lorsque la pluie tombe, les canaux se bouchent et l'eau monte, pénétrant jusque dans les maisons. Nirine, à lui, a vu des candidats passer dans le quartier avec une longue liste de promesses. Il compte bien aller voter, mais se décidera le jour J. Ils nous ont assuré qu'ils arrangeraient tout, qu'ils nous aideraient financièrement, qu'ils nous donneraient de la nourriture et du matériel. Mais jusqu'à présent, nous n'avons encore rien reçu de concret. Ce mardi matin, dans un quartier défavorisé de la capitale, les habitants sont réveillés par des chants et des danses en l'honneur de ce candidat aux législatives du parti présidentiel en pleine opération séduction. Il est évident que pendant la période de campagne électorale, c'est une opération de séduction pour les politiciens. Nous avons déjà commencé à apporter des appuis à cette population, que ce soit en termes de petites infrastructures, l'accès à l'eau, l'éclairage public ou tout simplement des petites donations comme des cuvettes pour les lavandières. Nous en sommes conscients, c'est des choses qu'il fallait faire, même en dehors d'un contexte de campagne et des élections législatives. Depuis près d'un mois de campagne, les quartiers d'Antananarive s'égayent tour à tour le temps d'une visite électorale, mais la pluie de promesses et de cadeaux peine à convaincre des habitants majoritairement occupés à leur survie. Entre Washington et Nairobi, le début d'une longue lune de miel. Sous cette tente dressée sur les pelouses de la Maison-Blanche, le président américain porte un toast en l'honneur de son hôte.
Ce soir, la Maison-Blanche rayonne grâce à nos invités. Que Dieu vous tienne dans la paume de sa main jusqu'à nos retrouvailles. Je vous remercie très sincèrement, Monsieur le Président, de m'avoir invité à effectuer cette visite d'État. L'accueil que nous avons reçu, l'hospitalité du peuple américain ont été exceptionnels. Pour cette visite d'État, la première d'un dirigeant africain en 16 ans, Washington aura sorti le grand jeu. Dîner de gala avec la diaspora kenyane, musique country et gospel. Entre les États-Unis et le Kenya, une relation qui ne demande qu'à grandir. L'un cherche à regagner de l'influence en Afrique, l'autre est sévèrement endetté. Un accord commercial stratégique pourrait voir le jour d'ici la fin de l'année. La coopération sécuritaire se renforce. Un peu plus tôt, Joe Biden a annoncé la promotion du Kenya au rang d'allié majeur non membre de l'OTAN. C'est l'aboutissement d'années de collaboration. Nos opérations conjointes de lutte contre le terrorisme ont permis de réduire l'État islamique et Al-Shabaab dans toute l'Afrique de l'Est. Et notre travail commun sur Haïti contribue à ouvrir la voie à une réduction de l'instabilité et de l'insécurité. Le Kenya doit prendre la tête d'une mission internationale d'assistance au pays, presque entièrement financée par Washington. C'est pourquoi nous mettons en place une coalition de nations au-delà du Kenya et des États-Unis. Pour sécuriser le pays et briser les reins des gangs et des criminels qui ont infligé des souffrances indicibles à ce pays. Ce déploiement est toutefois contesté. Plusieurs décisions de justice kenyane ont retardé l'envoi des troupes. Plus d'1 millier de policiers kenyans doivent à terme être déployés dans le pays.